Et on continue, les amis, on est aux portes des 1300 Elo sur Lichess. On est 1281. On affronte un joueur à 1339 et il joue la Caro-Can. Qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Bien sûr, quand notre adversaire nous permet de mettre les deux pions comme ça au centre, on adore. Et il vient tout de suite challenger le centre. C'est l'idée de la Caro-Can. Si on remange, si on mange, pardon, il va remanger avec un pion et avoir un bon centre. Plusieurs coups possibles à nouveau. La variante d'avance, prendre de l'espace, ça serait bien. Et on peut aussi peut-être simplement se développer et défendre notre pion. C'est ce qui s'appelle la variante classique. La variante d'échange est intéressante aussi. Voilà, il y avait beaucoup de réponses possibles. Et notre adversaire qui met son fou en fianchetto. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, je vais me développer avec cavalier F3. Vous vous souvenez, les cavaliers, c'est les pièces les plus faciles à sortir. On connaît leurs cases. Ils n'iront pas en E2 bloquer le fou. Ils n'iront pas sur le bord de l'échiquier. Donc, c'est assez naturel de les mettre ici. Il développe son fou en fianchetto. Est-ce qu'il menace quelque chose? Écoutez, pas vraiment. Il menace pas vraiment grand-chose. Donc, je vais juste me développer. J'aimerais développer ce fou, mais où le mettre? Où le mettre? En fait, si je le mets en D3, le problème, c'est que je viens boucher la défense de ma dame sur le pion D4. Et après fou D3, j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être faire pion prend E4. Si je fais fou prend, il va gagner un temps avec cavalier F6 sur mon fou. Je ne vais pas vouloir lui donner la paire de fou. Je vais devoir reculer, donc j'aime pas trop. Et si sur fou D3, il prend et je joue cavalier prend, alors j'ai l'impression de perdre un pion central avec fou prend D4. Bien sûr, j'obtiendrai un très fort fou en échange, mais je perds quand même un pion central. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de ça. Donc, je vais me développer en E2 pour que ma dame continue à protéger ici. Ça a l'air un peu timide, mais écoutez, on a deux pions au centre, on a développé trois pièces, on va faire le roc. Tout va bien. Que va faire notre adversaire? Un coup qui me semble logique pour lui, ça serait peut-être fou G4. Fou G4, ça me semblait logique pour lui, pour essayer d'attaquer le défenseur du pion D4 qui est sous pression. Mais on aurait pu se développer avec fou E3. Donc, il joue E6. Et ça, c'est clairement moins fort. Pourquoi? Très bien, parce que simplement, il bloque son fou. L'idée de la Caro-Can, c'est de prendre le centre sans bloquer ce fou. Mais là, il bloque son fou. Bon, qu'est-ce que vous jouez? Alors, fou G5 serait un coup intéressant pour se développer, gagner un temps sur la dame. Peut-être essayer de provoquer un affaiblissement. Mais je vais jouer... Oh, fou G5, c'est pas mal. Fou F4, c'est pas mal. Fou E3, c'est pas mal. Les coups de fou sont pas mal. Est-ce que je veux rester flexible avec mon roi? Peut-être envisager un grand roc? Non, je vais jouer de manière assez classique. Le roc ou le développement du fou, les deux étaient possibles, les deux étaient bons. J'attends qu'il me donne des informations pour essayer de comprendre sur quelle case mon fou va être le meilleur. Donc il joue cavalier F6. Il attaque deux fois E4 qui n'est défendu qu'une seule fois. Si je joue fou G5, il pourrait tout à fait jouer H6, attaquer mon fou. Si je recule en H4, il pourrait poursuivre avec G5, harceler mon fou. Et après fou G3, comme le cavalier n'est plus cloué, il gagnerait un pion. Là. Attention. Donc fou G5, s'il fait H6, je vais être obligé de manger le cavalier et donner ma paire de fous. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça. Alors je vais plutôt avancer, gagner un temps sur le cavalier et prendre de l'espace au centre. Ça n'aurait pas été catastrophique de jouer fou G5, H6 et de manger le cavalier, mais je préfère nettement ça. Et donc, il bondit avec son cavalier en E4. Et là, je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, si vous voulez. Essayez de deviner comment je vais continuer. Et là, c'est typiquement, on approche les 1300, le moment où il va falloir ajouter un peu de calcul dans vos parties. Qu'est-ce qu'on doit calculer?
eh bien, en fait, on a une ligne forcée à calculer. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à calculer assez bien aux échecs. Les lignes forcées. Je m'explique. Ici, je peux manger son cavalier. Il est obligé de me manger avec son pion. Et là, si vous faites les échecs, les prises et les menaces, est-ce que vous voyez un coup qui crée une menace? Oui, très bien. On va voir si vous l'avez. Donc après pion prend, quel coup je vais faire? Et du coup, c'est toujours la ligne forcée. Effectivement, je vais jouer cavalier G5. Je suis défendu par mon fou, mais surtout, je veux gagner un pion. Et là, il est forcé de faire quoi? S'il fait rien de spécial, je gagne un pion, j'ai gagné un pion, terminé, fin de l'histoire. La partie est avantage blanc. Donc j'ai calculé dame D5. Alors pion E3 s'il veut, mais ça me donne juste un pion et on a un pion de plus. Donc on a gagné. S'il avait fait F5, qu'est-ce qu'on aurait joué? Bien sûr, on aurait fait prise en passant et ensuite on aurait cueilli le pion. Ok. Mais d'ailleurs, F5, prise en passant, s'il prend du fou, je récupère E4, il aurait pu récupérer D4. Donc ça, c'était intéressant. Mais pour les plus forts, à la fin, il aurait quand même eu une mauvaise structure avec un pion isolé. Donc c'était bien pour nous aussi. Mais je ne l'avais pas calculé, si je dois être honnête, quand j'ai pris. L'autre chose, c'est que s'il avait joué dame D5 pour tenir ce pion, quel est le coup forcé qui permet de gagner le pion? Bravo, c'est pion C4. Attaque la dame, élimine le défenseur et on va gagner ça. Donc ça, c'est ce qu'il aurait fallu calculer ici. Donc c'est ça, calculer une forcée, c'est calculer. Je prends, il est obligé de prendre. Je vais là, j'attaque le pion. Il est obligé de défendre. Je chasse la dame. Il est obligé de bouger. Je gagne le pion. Ça, c'est une ligne forcée. Et vous allez voir, dans les parties d'échecs, il va y en avoir souvent. Et ceux qui réussiront à les calculer vite et bien seront parmi les meilleurs joueurs d'échecs d'entre vous, d'entre nous. Donc il joue H6. Où est-ce qu'on va? Ouais, bien sûr, on reste central avec le calé. Il y a une belle case forte là qui nous attend en D6. C'est pour ça qu'il rock. On a un pion de plus. On a 3 pièces de développé contre une. On a un meilleur contrôle du centre. Qu'est-ce que vous jouez là? C'est en très bonne mesure. Bien sûr, on va jouer dame D2. On lit les tours. On fait une batterie. On menace de gagner ce pion. Je m'attends à ce qu'il joue roi H7. Hein, puisque vous me demandez de donner les meilleurs coups pour l'adversaire. Là, je m'attends vraiment à roi H7 pour défendre le pion H6 qui est attaqué 2 fois. Je ne vois pas d'autres coups pour lui. H5 serait moins fort parce qu'il va créer des trous sur lesquels je vais pouvoir infiltrer. On va voir s'il trouve roi H7. Ce joueur classé 1339, mine de rien, ça monte. Et je veux vous montrer un plan incroyable s'il fait roi H7. Je vais vous montrer un très beau plan que vous allez adorer. Alors, croisez les doigts tous pour qu'il joue roi H7. Ça me permettra de vous montrer quelque chose que le grand maître Namik Gouliev, qui était mon premier prof grand maître. J'ai eu un prof qui était classé de 1200 plus. Ah, mais c'est pas mal son coup aussi. C'est pas stupide. Il fait un coup forcé. Il attaque le cavalier. D'accord. Donc ça ne me permettra pas de vous montrer ce que j'avais en tête. C'est pas dramatique. Ici, je vais jouer fou F3. Je crée un alignement suspect. Je défends mon cavalier. Je menace quelque chose de grave pour lui. S'il ne voit pas, c'est la fin de la partie. Et je vous disais, donc j'ai travaillé avec un entraîneur de mes 0 à 20 ans qui était classé 2200 plus, entre 2200 et 2250. Et ensuite, en 2017, j'ai travaillé et mon adversaire qui tombe dans le panneau. Et en fait, je peux tout à fait faire un échec et gagner la dame. Mais d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je peux aussi juste aller en D6. Et la dame est tout aussi enfermée. Tout est possible. Si je viens là, il mange, je mange. Il remange, je remange. Donc ça simplifie la position. Bon, les deux sont complètement gagnants. Donc je vais jouer peut-être celui qui liquide le plus
et mon adversaire qui abandonne au vu de la variante fou prend. Fou prend dame, on gagne 10 points. Il récupère la pièce, on récupère la pièce. On a une dame de plus. Ok. Le plan que je voulais vous montrer, permettez-moi juste de vous l'indiquer, mais on le refera à un autre moment. S'il avait joué roi H7, il y a un plan extrêmement typique pour les blancs, pour attaquer le roi. C'est A4. Vous allez me dire, Jo, t'as fumé, ça attaque pas le roi A4. Si, les amis, A4. Et ensuite, tour A3, puis fou prend H6, fou prend, et coulisser la tour en H3 pour clouer. Ça aurait été magnifique que je vous montre ça, mais on l'aura très probablement dans d'autres parties. Donc, pas de problème. On continue. Et voilà, on est 1298. Et si on gagne, on passera les 1300. Et notre adversaire qui joue l'anglaise. Donc, il prend le centre avec un pion de l'aile. Bon, bah moi, je vais jouer E5. Je prends le centre, il me permet de faire E5, je fais E5. Ok. Il est 1331. DJ Salam. Ok. Il fait qu'à SC3, il se développe. Bon, bah écoutez, moi aussi, je me développe. Cavalier F6. L'autre, c'était aussi possible. Hein. Il fait pion E3. Très bien. Alors, il veut quoi? Il veut attaquer le centre. Ok. Donc, je pourrais tout à fait me développer. Mais quand on peut, aux échecs, on aime bien attaquer le centre. Donc, pourquoi pas faire D5, en fait? Il a été un peu timide avec E3, donc je fais D5. Ok. Et il joue D4. Très bien. Que faire? Que faire? Que faire? Bien là, c'est jamais facile quand il y a autant de pions qui se font face. Là, il y a plein d'options possibles, etc. Mais il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est que en prenant en D4, donc là, on essaye de répondre à la question pour quelle structure de pion je joue. Et en fait, si on prend en D4, si prend de la dame, on va gagner un temps de développement, comme dans une Scandinave, avec cavalier C6. Donc si on prend, il va prendre très probablement du pion. Et en fait, ensuite, ces deux pions risquent un jour de s'échanger et ça lui laissera un pion isolé ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, à mon avis, on va aller vers ça. Ce que j'aime pas avec la prise, c'est que je lui ouvre quand même son fou qui était enfermé. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange. C'est quelque chose qui me dérange un peu, si je dois être honnête. Est-ce qu'on peut juste se développer sinon? Il va manger, manger. On peut peut-être juste se développer aussi. Ok, c'est peut-être plus logique de se développer, alors je vais me développer. Ah non, j'ai fait une erreur. Vous voyez, mon instinct m'avait dit que c'était bizarre. Je l'ai fait à des fins pédagogiques parce que je me suis dit, bon, bah, je vois pas ce qui cloche. Mais effectivement, voilà ce qui cloche. C'est que là, j'ai oublié qu'il prend, il ouvre l'attaque de la dame. Et je crois que c'est la première fois que je fais une aussi grosse erreur dans ce speedrun pédagogique. Ça va être intéressant de voir la suite. Après la prise, bon, bah, je suis obligé de reprendre, mais il gagne un pion. Donc là, grosse erreur de ma part. Euh, Vraiment, mon instinct, et vous allez voir en tant que joueur d'échecs, votre objectif aussi, ça va être de développer de plus en plus votre instinct. Et votre instinct, il vous dira parfois, ah non, ça je le sens pas. Ah ça je le sens. Euh, Bien sûr, pour développer son instinct, il faut voir des bonnes parties, des parties de maître, bien les comprendre, faire beaucoup d'exercices tactiques et votre instinct va se développer. Et là, moi, j'ai senti un truc qui clochait. Donc probablement le meilleur coup, c'était de prendre là. Ok. Bon, ben, on s'est trompé, ça arrive. Mon adversaire, à sa place, j'aurais plutôt pris du cavalier pour encourager les échanges de pièces, vu qu'il a un pion de plus. Bon, il ne le fait pas. Est-ce que, à votre avis, fou B4, c'est un bon coup? Non, parce qu'il y aurait dame A4, échec, et on perd le fou. Donc attention, on va pas faire ça. On va, du coup, essayer de trouver un autre coup de développement. J'aimerais bien faire le roc assez vite. Fou D6. Ça m'emballe pas plus que ça, mais écoutez, on va jouer fou D6. Donc quand on est foutu, comment on fait? Bon, bah écoutez, on continue à jouer du mieux possible en respectant les principes et on espère que l'adversaire va se tromper. Les seules choses qui sont un peu différentes, c'est que on va essayer de garder le plus de complexité possible dans la position. Donc ici, typiquement,
typiquement, les amis, typiquement, je peux pas trop me soustraire à cet échange, hein. J'ai pas je pourrais essayer de reculer par là, mmh, mais ça viole trop les principes. Je perds du temps de développement. Non, je vais plutôt essayer d'amener, peut-être une tour en jeu et si mon adversaire joue parfaitement, de toute façon, je vais perdre cette partie. Donc on va voir. Ah, ça commence à me plaire parce que ça, je trouve que c'est pas un bon coup. Ça, je trouve que c'est pas un bon coup. Il affaiblit ici un signal faible, mais j'arrive pas encore à en profiter. D'accord. OK. Que faire? J'ai pas envie qu'il vienne m'embêter par la suite ce fou-là. Ce fou, je le trouve bien. Alors je vais faire pion A6 pour stabiliser mon fou sur cette diagonale. Je me dis qu'il va sûrement faire le roc et mon fou est bien braqué ici. Ça peut être comme ça que je vais l'avoir en faisant une attaque sur le roi. OK. Comment on continue? Attaquer sur le roi quand vous êtes foutu, c'est souvent la meilleure option, hein. Alors je vais amener ma dame en jeu et j'ai une menace. J'ai une menace, j'ai un piège incroyable, mais normalement, en se développant naturellement, il va parer ce piège. Mais vous voyez, il fait une grosse erreur. Voilà, je m'attendais et ça, il viole les principes et il va être puni instantanément. Bien sûr qu'il aurait dû se développer et effacer son signal faible. Je vous rappelle, un signal faible, c'est là, dans son camp, il y a une pièce qui est pas protégée. Mais en prenant là, mon idée, moi, mon piège, c'était de manger, échec. Il prend avec une pièce et je joue dame E5. Je menace échec et mat et je menace le cavalier, vu que j'ai vu le signal faible. Mais lui, il prend et en fait, en prenant de la dame, bah, je fais une fourchette. Et je gagne une pièce et la partie est gagnée. Waouh, dommage là, mon adversaire qui va tomber un peu des nues. Donc, échec et mat. OK. Donc évidemment, dans cette ouverture, il fallait prendre ici, ça aurait été nettement meilleur. On aura peut-être l'occasion de revoir. On va faire une troisième partie du coup, puisque celle-ci était assez courte. On a passé la barre des 1300, on est 1314 et on joue contre Anelka 1292. E4, 5. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Je développe mon cavalier. J'attaque son pion. Et il fait la défense Philidor. Donc comparé à cavalier C6, il contrôle moins la case D4. Ok, donc attaquons le centre. Allons-y. Je menace de manger, échanger les dames, le déroquer et gagner un pion. Et il joue fou G4. Et là, ça devrait rappeler à tout le monde, et si ce n'est pas le cas, il faut que vous rejoigniez mon club en ligne pour aller voir les parties sur plan typique avance de développement. Ça devrait rappeler à tout le monde la partie de l'opéra. Ça, c'est une partie, ça commence de la même manière qu'une partie qui a été jouée à l'opéra entre Morphy et le duc de Brunswick. Et alors, pourquoi on prend Alors, j'ai répété la partie de Morphy que j'avais appris quand j'avais à peu près 8 ans. Parce qu'en fait, s'il prend, on le déroque sur échec et on gagne un pion, puisqu'on n'est plus cloué. OK? Donc lui, il prend intermédiaire ici. C'est toujours la partie de l'opéra pour l'instant. Elle est très célèbre, cette partie. Évidemment, on prend avec la dame. Et il n'a pas perdu de pion. Qu'est-ce que vous jouez ici? Cette partie, c'est peut-être celle que j'ai montrée le plus de fois lors de mes cours, quand je donnais des cours dans les clubs d'échecs à Paris. Bien sûr, on se développe et on menace échec et mat. Donc quand on peut se développer en créant une menace, on adore. Et là, dans la partie cavalier F6, dans cette partie de l'opéra, cavalier F6 avait été joué et c'est répété. Et là, je vous laisse mettre sur pause, surtout pour ceux qui ne connaissent pas cette fameuse partie. D'ores et déjà, Morphy, qui était le meilleur joueur du 19e siècle. La partie, c'est quand... j'ai plus la date exacte. Ça fait un moment que je ne l'ai pas montré. En tout cas, Morphy, ici, qui va trouver une tactique. C'est un coup que j'avais eu du mal à comprendre quand j'étais jeune, je me rappelle, parce que mon entraîneur, il me disait... Ah, tu dois apprendre le développement, initiative. Et là, Morphy, il a joué le coup Dame B3. C'est un coup qui viole un peu les principes parce qu'on joue 2 fois la pièce dans l'ouverture. Mais en fait, regardez bien, d'un point de vue stratégique,
Les noirs ont donné leur fou de case blanche contre un cavalier. C'est pour ça d'ailleurs, en 2 temps, en nous développant la dame. C'est pour ça qu'ils ont un retard de développement. Mais ils ont surtout perdu le défenseur des cases blanches. Et on met ça en lumière en faisant une fourchette, en attaquant les cases blanches. Il n'y a plus de défenseur sur les cases blanches. C'est ça qui nous donne l'indice et qui nous permet de trouver cette tactique. Dame B3, qui est un coup qui n'a pas l'air d'être un coup de principe, mais en fait, on gagne du matériel. On menace, et c'est assez grave comme menace, de faire fou prend. Donc de toute manière, on va inciter les noirs à faire un coup un peu pauvre. Par exemple, Dame D7 ou Dame E7. Dans la partie, Dame E7 avait été jouée par le duc de Brunswick. Voyons voir. Et si vous vous rappelez la date de cette partie de l'opéra, mettez-le en commentaire, là, sans aller voir sur Wikipédia, hein. On va voir les vrais érudits de la communauté. Et là, en fait, on gagne déjà du matériel, hein, parce que s'il défend ça, et il devrait défendre ce pion, parce que sinon son roi va être hyper faible. Donc il devrait jouer Dame E7 ou Dame D7. Ah, vous voyez, c'est pas ce qu'il fait. Donc là, il vient euh, de quitter le chemin de la partie de l'opéra avec Fou D6. Mais évidemment, alors attendez, je regarde quand même ça, parce que ça a l'air pas mal aussi. Mais non, mais en fait, on va prendre ici et on dérogue son roi. Et c'est gravissime. On peut pas. Je vous rappelle que dans une partie d'échecs, le facteur le plus important, c'est vraiment la sécurité du roi. Et là, vous comprenez que du coup, il va y avoir un problème avec la sécurité de son roi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, il y a un signal faible, quand même, le fou qui est mal protégé seulement par la dame. Donc, on pourrait bouger le fou. On a le pion ici qui est en prise, d'accord. On pourrait manger ça, on menace de gagner la tour. Il serait obligé de faire cavalier. Donc là, c'est une ligne forcée. Dame ici, il est obligé de sortir le cavalier là. Et puis, on a gagné encore du matériel, c'est possible. Moi, ce que je préfère faire, c'est laisser l'adversaire se tromper. Là, c'est une position pas facile à jouer pour les noirs. Je veux voir ce qu'il va faire. Je mets mon roi à l'abri. Bon, s'il veut regagner un pion, là, je ferai une fourchette, peut-être là-bas, là, qui va faire très mal. Et en gros, je vais me développer. Mais de toute façon, j'ai aucun stress quant à la suite de la partie parce que il a un roi qui ne sera jamais en sécurité dans cette partie d'échecs. Alors que moi, je suis bien au chaud. Et juste ça, bah, en fait, ça nous conforte sur le fait que, voilà, même si on joue contre Magnus Carlsen, on aurait un roi qui est bien au chaud contre un roi faible. Alors, je dis pas qu'on gagnerait cette position contre Magnus Carlsen. Probablement, on perdrait. C'est triste, mais c'est la vie. Ok, continuons. Donc là, il développe son cavalier pas mal. Et peut-être qu'il veut venir éliminer le défenseur là du fou. Ouais, c'est pas mal joué ça. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être... Peut-être que je vais me développer. Peut-être que je vais me développer ici de sorte à pouvoir manger un cavalier qui se présenterait là. Ok. Il y avait plein d'autres coups qui... Tout est globalement correct, mais c'est vrai que parer cette menace, là, c'est pas mal. On aurait pu jouer fou C4, par exemple. Replacer le fou, ça aurait été correct. Il joue B6, c'est un coup... Ah, c'est pour défendre le pion, d'accord. Il y a d'autres problèmes plus graves là pour la position des noirs. Ça, c'est pas un coup que je trouve incroyable. Alors, ce cavalier, on va le développer. Où est-ce que je veux le mettre, ce cavalier? Bon, on peut le mettre là, hein. On pourrait essayer d'aller peut-être par là-bas, mais ça fait un sacré bout de chemin. Donc, je vais plutôt jouer cavalier C3. Encore une fois, hein, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Là, je fais vraiment un plan simple. Je vais mettre mes tours sur la colonne ouverte. Peut-être je vais ouvrir une colonne supplémentaire sur son roi. Je mobilise toutes mes pièces. Voilà, là, ça joue vraiment scolaire, hein. Et c'est ce qu'il faut faire, surtout quand l'adversaire a mal joué. Il n'y a pas besoin d'inventer
l'eau chaude. Il joue le cavalier en C5. Je suis même plus obligé de donner mon fou, hein. Je peux même faire juste dame ici. Est-ce que je veux donner mon fou ou pas? Parce qu'un fou, c'est toujours un peu plus fort qu'un cavalier. Je vois plus de raison de donner mon fou. Je vais garder. Tout à l'heure, je pouvais pas trop faire ça parce que, en fait, j'avais pas le cavalier qui était développé et il aurait pu me manger aussi ce pion. Mais maintenant que je défends fermement ce pion, il y a pas de raison. D'ailleurs, il pourrait faire cavalier prend, dame prend, roi prend ici, mais il aurait toujours son roi faible, ça change rien même s'il gagne un pion. Il joue à 6. J'imagine qu'il veut faire B5. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous jouez à ma place? Je pense que je vais jouer un très fort coup là. Alors ceux qui pensent à faire A4 pour empêcher B5, oui, c'est correct. Mais essayez d'utiliser des ressources tactiques pour faire marcher des idées stratégiques. Quelle est la meilleure case pour cette tour? Quel est le coup qu'on a envie de jouer naturellement? C'est tour D1. Donc je vais le jouer et à vous d'essayer de comprendre ce qu'on va faire sur B5. A priori sur B5, eh bien on perd la défense du fou avec la dame et on perd du matériel. Mais j'ai calculé quelque chose et je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause parce que c'est pas facile. Eh bien, ce que j'ai calculé, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien calculé ou pas, mais a priori, regardez, j'ai créé un clouage ici et j'ai calculé que je pouvais en fait sacrifier la dame contre le cavalier. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien calculé ou pas. S'il fait fou prend, j'ai calculé fou prend échec, il prend et tour prend. Et on avait effectivement une égalité matérielle, ça aurait liquidé avec un pion de plus, donc c'était correctement calculé. En gros, je vous remonte, s'il avait joué fou prend, on aurait pu jouer d'abord tour prend dame échec, tour prend, puis fou prend fou, et après roi prend F7. Mais non, on a une qualité de moins. Attendez, j'ai mal calculé en fait. S'il avait joué fou prend, j'ai fait une erreur encore. Fou prend, tour prend dame, tour prend, fou prend échec et roi prend. Et c'était mal joué de ma part, on aurait eu une qualité de moins. À la fin, j'ai cavalier fou et la tour F1 contre cavalier 2 tours. Donc on a fait une erreur, mais mon adversaire a rien calculé. Pas de calcul des lignes forcées. Et donc, vous allez me dire comme moi, c'est vrai, il joue roi F7. Donc peut-être que A4 était meilleur que tour D1, en fait, si cette tactique-là, elle ne fonctionne pas. J'espère que vous me suivez, j'espère que c'est clair. Ok. Donc là, je vais mettre ma dame sur une super case. Ici, je ne vois pas qui peut venir perturber cette dame. Et mon adversaire qui aurait pu trouver cette belle tactique, on aurait été dos au mur. Il joue dame 7. Qu'est-ce que vous jouez? Pas mal de coups possibles. J'ai très envie de débarquer bientôt avec un cavalier ici. Mais on va l'embêter un peu plus. On a un pion de plus, donc on pourrait faire ça et simplifier. Mais je vais accroître la pression, je vais créer ce clouage. Et on menace de débarquer avec un cavalier avec un peu plus de punch. Si ceux qui voulaient jouer qui avaient des 5 directement, c'était pas mal aussi. Qui avaient des 5, cavalier prend, dame prend, échec, et aller en finale avec un pion de plus, c'était très très bien. Mais on va continuer à essayer de mettre la pression à notre adversaire. À nouveau, je pourrais faire cavalier D5. Ça serait correct. Mais je vais accroître la pression. Comment faire à votre avis? Bien joué. Tour D3. Quand on double les tours sur une colonne ouverte, si on peut aller un peu plus haut pour peut-être aller sur d'autres colonnes, par exemple la colonne F pour renforcer le clouage, c'est assez pertinent. Il attaque le fou. Donc là, je vais prendre, s'il mange avec la dame, du coup, la surprise. Tour F3. Ça s'appelle, dans le livre de Aaron Nimzowitsch, Mon système, dans la traduction française, ils ont appelé ça l'avance limitée. Et je trouve que c'est un terme qui est plutôt pas mal. L'avance limitée. Allez, je vous propose que on joue les coups forcés. Cavalier D5, attaque la dame.
Et là, on a un tandem, c'est la première fois peut-être que j'emploie ce mot. On a un tandem de pièces qui fait très mal, dame et cavalier. C'est 2 pièces qui fonctionnent très, très bien en binôme. Et dame et cavalier contre dame et fou, c'est très fort parce qu'en fait, sur les cases blanches, la dame et le cavalier peuvent se coordonner pour attaquer avec une puissance de feu de 2 les cases blanches, mais les noirs, ils peuvent défendre les cases blanches qu'avec la dame. Et vous allez voir, ça va leur poser problème très bientôt. Qu'est-ce que vous jouez ici? Bien joué. Tour F3. On menace encore les coups forcés. On menace surtout de faire tour prend F6, de gagner la dame. Il va être obligé de jouer fou E7. Il va être obligé de jouer fou E7, notre ami. Il a beaucoup de chances de ne pas perdre immédiatement. Il s'en sort presque avec fou E7. Parce qu'il va provoquer l'échange de dames. Est-ce qu'on doit échanger les dames ici, à votre avis? Non, la règle, c'est que comme son roi est faible, on doit garder les dames. Donc je vais essayer d'aller sur de nouvelles trajectoires avec ma dame. Je ne dois pas échanger les dames alors que son roi est faible. Ça, c'est une règle qui doit être dans votre tête. Il pourrait chasser mon cavalier, mais j'ai une fourchette. Et c'est ce qu'il fait. Il tombe dans ce piège. Ouais, pour l'instant, ce qui fait vraiment la différence, c'est encore beaucoup la tactique. Là, vous voyez, ça se prend des fourchettes. Mais c'est normal, hein, je veux dire, on fait tous des erreurs tactiques à tous les niveaux. Moi, là, j'ai mal calculé tout à l'heure. Moi, c'est plutôt de la fainéantise quand j'ai ma casquette pédagogique, parce que j'essaye de vous jouer les coups. Voilà, je calcule pas, mais je vois que pour l'instant, mais c'est normal, on est à 1200, 1300. Je vois que ça calcule pas beaucoup non plus en face. Qu'est-ce que vous jouez? Bien sûr, on prend 7 tours, parce que comme ça, celle-là, elle est obligée de se retrouver dans le coin. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Il y a un signal faible que vous pourriez tenter d'exploiter. Bravo, avec le coup B3. Intéressant, B3. Est-ce que vous comprenez mon idée avec B3? Bien sûr, dame prend C6, c'était très fort aussi. Mais je veux vous montrer un thème tactique. Signal faible, la dame enfermée. Comment on pourrait enfermer la dame? Bravo, en jouant tour A1 au prochain coup. Si on arrive à faire ça, ça va être game over. Voyons si notre adversaire voit cette menace. De tour A1, enferme la dame. Attention au mat du couloir. Hein. Par exemple, si je fais tour A1 et qu'il fait tour en D8, j'ai déjà compris que je ne pouvais pas prendre la dame parce qu'il allait me faire l'échec et mat du couloir. Vous voyez? Et ça, c'est les signaux faibles. Signaux faibles, hop, je vois sa dame presque enfermée. Je vois le mat du couloir. Tout à l'heure, j'ai vu la fourchette. Les signaux faibles, si vous ne les avez pas encore assez à l'esprit, il faut que vous fassiez plus d'exercices tactiques. Là, il a peut-être une ressource. Cette ressource, ça serait de faire fou B4. On va voir s'il la trouve. Donc, contre-attaquer madame. Bon, ça perd quand même pour lui. Fou B4, en fait, j'aurais joué, pour vous montrer, tour prend dame, ligne forcée. Il est obligé de prendre madame. Et à la fin, je fais tour prend fou. Et on a une tour de plus. Il fait B4, mais là, ça ne marche pas du tout pour lui. Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Dame C4, coup intermédiaire, échec. Je sauve ma dame et je vais manger la sienne. Et je pense qu'il va essayer de gagner à la pendule. Notre ami Nelka, pas Anelka. Nelka 1, 2, 3. Ou alors il va abandonner. Non, à mon avis, quand j'ai 48 secondes, il va essayer de jouer à la pendule. Il va jouer tour D8 pour menacer le mat du couloir. Qu'est-ce que je vais faire contre tour D8? Bah, je peux faire plein de choses, mais je vais faire tour 1. G3, c'est peut-être encore mieux pour éviter définitivement le mat du couloir. Mais je veux garder la cage G3 pour aller faire un échec et mat là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas joué G3. Mais G3, c'est très bien, hein, évidemment. J'aurais pu jouer tour D3 aussi, je viens de le voir.
J'aurais pu jouer tour D3 aussi, ça aurait été pas mal. Donc il fait ça. Allez, on va lui menacer un échec et mat pour voir comment il réagit. Est-ce qu'il arrive à parer? Ça n'a pas l'air facile d'ailleurs, de parer ça. Mais c'est plus dangereux de défendre cette rangée avec la tour. C'est un peu moins raisonnable que d'avoir avancé un pion et de se faire la case. Vous voyez? Parce que la tour, je sais pas dans cette position, mais elle pourrait se faire détourner par une autre pièce. Vraiment pas ici, hein, mais donc vaut mieux quand même se faire l'abri pour le roi physiquement et pas défendre comme ça avec la tour. Encore une fois, c'est une histoire de signaux faibles. Là, j'ai quand même toujours ce signal faible du mat du couloir. Même si j'ai calculé qu'il ne pouvait pas en profiter, ça reste en danger. Ok. Mais c'est juste que j'ai vu les deux pièces se coordonner. J'ai vu ce thème de mat là-bas. Pour moi, la seule façon pour lui de défendre, c'est de bouger le fou pour se véhiculer la case 7. Et là, je ne sais pas si vous avez un... Ouais, moi je pense que j'ai un mat en 2. Enfin, je veux dire, s'il fait fou E7, j'ai un mat en 2. Ah, s'il fait ça, j'avais pas pensé, bien joué. Mais je vais jouer dame E6. Ah, j'aurais dû vous laisser chercher un peu plus, mais j'ai plus beaucoup de temps. On vient contrôler les cases de fuite, très important. Et on menace. Encore un mat. On menace tour G8, échec et mat. D'ailleurs, je crois qu'il ne peut pas parer. Je pense que c'est échec et mat forcé au prochain coup. Ah, mais désolé, si j'avais vu que c'était obligatoire, je vous aurais laissé chercher un peu plus. Ok, les amis, donc en fait, le fou est cloué. Donc là, c'est mat, hein, il ne pourra pas bloquer. Ok. Donc, partie très intéressante. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour la suite. Ciao, ciao, les amis. J'espère que vous progressez à fond. Ciao.